Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sous toutes les coutures. À ta mesure, sous toutes les coutures. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hypersensible haute couture. Comme vous allez m'entendre dire régulièrement, si vous écoutez beaucoup d'épisodes, c'est mon slogan préféré, hypersensible, hyper possible. Comment mieux vivre son hypersensibilité au quotidien. Et qui mieux qu'une personne concernée, à part moi, pour sortir un peu de ce que je vous raconte, pour venir témoigner aussi et nous parler de son quotidien. Donc là, on va plonger au cœur d'une expérience humaine et regarder comment chaque émotion, chaque sensation est perçue avec une acuité un peu décuplée. C'est ce qui fait la différence. On va parler hypersensibilité au quotidien. On parle souvent de montagne russe émotionnelle. On va voir comment ça se matérialise. Donc notre invitée aujourd'hui, c'est Amélie Catelin, que je reçois avec plaisir et qui va nous emmener dans son parcours personnel. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est globalement comment son hypersensibilité se manifeste, comment elle en a pris conscience, quels défis elle a dans sa vie de tous les jours. Et puis au travers de ces partages, en la comprenant mieux, on pourra mieux comprendre aussi peut-être la nôtre, trouver des résonances. Et puis, voir aussi comment on peut en faire une force, parce que vous allez voir qu'Amélie, elle a un beau parcours. Et donc, c'est aussi l'idée d'être inspirante et que vous puissiez puiser là-dedans des ressources. Voilà, donc restez avec nous et on échange avec Amélie. Amélie, bonjour. Bonjour Catherine. Je suis contente, je suis ravie que tu aies accepté de venir témoigner. Que je sais, je peux pressentir, d'abord je t'ai vu à la préparation là, avant de commencer, comment c'est un exercice, ça commence dès là en fait, dès qu'il faut commencer à parler de soi. Donc avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, j'avais envie que tu nous dises ce que tu avais envie de toi, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les auditeurs. Bon, déjà, merci Catherine pour ta proposition et ton invitation. Je suis aussi ravie de partager ce moment avec toi. Et oui, tu as raison, ça commence dès l'entrée en matière. Là, j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai les mains moites, je sens que je transpire, j'ai chaud. Et pour autant, voilà, j'arrive quand même à être là et à échanger. Donc, c'est qu'il y a aussi comme des petites techniques, des petites choses à savoir, à comprendre pour pouvoir être malgré tout à l'aise. Et je ressens vraiment de la joie, à être ici. Oui, alors pour me présenter succinctement, parce que je pense que aussi ton interview va être une des meilleures présentations de qui je suis. Aujourd'hui, mon métier, si on commence par là, classiquement, je suis coach en communication authentique. Ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs qui se lancent à oser communiquer sur les réseaux sociaux, mais à oser communiquer avec qui ils sont eux au fond d'eux-mêmes, d'où l'authenticité. Je pars dans cette recherche d'authenticité. J'aime bien parler de recherche parce que c'est pas forcément inné, ou alors peut-être que c'est inné et qu'après ça vient s'enfouir au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que je pourrais te dire de moi ? J'ai découvert mon hypersensibilité sur le tard, il n'y a pas très très longtemps en fait. Je me suis toujours définie comme quelqu'un qui était sensible et facilement à fleur de peau, ce qui me faisait éviter pas mal de situations pour pouvoir éviter justement de avoir des trucs un peu trop douloureux. Et récemment, j'ai appris, notamment grâce à toi et à tout ce que tu partages, que potentiellement j'étais quelqu'un d'hypersensible. Et j'ai encore plein de curiosité sur le sujet. C'est aussi pour ça, entre autres, que je suis ravie d'être là. Et ravie de pouvoir, grâce à ça, aider les personnes
parce que rien que déjà de mettre un mot sur ce qui m'arrive, parce que je le sens vraiment comme ça, quelque chose qui arrive, et avec lequel il faut jongler un peu. Ouais, pouvoir aider à travers le témoignage. Alors, j'ai déjà plein de questions. Vas-y. Je suis obligée de les noter parce que. Vas-y. Alors déjà, je vais repartir de ce que tu viens de dire là. J'ai découvert mon hypersensibilité sur le tard et j'ai pu mettre un mot et j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça a changé de savoir que a priori tu pourrais te qualifier d'hypersensible. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Un soulagement, quelque part, de me dire ça existe. J'ai pas un problème, même si des fois je me dis encore que j'ai un problème, mais sur le coup ça a soulagé le problème, on va dire. Et ce que ça a changé aussi, c'est une direction pour pouvoir me comprendre mieux, me dire ah ok, je suis hypersensible, oh ça y est, c'est un truc qui existe, ah on en parle en fait, ok, bah, je vais aller voir ce que ça veut dire et comment ça peut m'aider. Donc comme une porte de sortie dans ce sens-là. Ouais, ça a permis d'identifier, en fait, cette particularité. D'accord. Concrètement, avant ça, si tu devais résumer ou mettre un mot, c'était comment avant de savoir? Alors, avant ça, c'était un « oh là là, c'est le bordel ». Et maintenant, c'est « oh là là, c'est le bordel », mais je sais pourquoi et je sais comment ça s'appelle et quelque chose sur lequel je peux me raccrocher, en fait. Et ça dédramatise, du coup. C'est moins grave. Qu'est-ce qui est le plus... Ce bordel-là, comment il se manifeste, en fait, dans ta vie? Bah, tu vois, rien que le fait là, tu me poses la question, j'y repense, j'ai la gorge qui se serre, je sens l'émotion qui arrive, ça me donne presque envie de pleurer, quoi. Le bordel, il est là, j'ai l'impression que tout vient me toucher et que quand ça me touche puissamment. Donc, ça fout le bordel quand c'est douloureux, mais ça peut foutre le bordel quand c'est joyeux aussi, parce que je me suis souvent sentie comme inadaptée, en fait. Inadaptée dans mes réactions. Donc, ça va foutre le bordel. Parce que c'est douloureux, ça fait un quotidien douloureux à vivre. Ça fout le bordel parce que des réactions parfois inadaptées dans la relation à l'autre ou dans ce qu'on peut percevoir de moi. Et ça fout le bordel dans ce qu'on me renvoie de moi aussi. J'ai des phrases qu'il faut arriver à encaisser quelque part. C'est du style oh, de toute façon, toi, t'es pas comme tout le monde. Oh, de toute façon, toi, on peut rien dire. Oh, de toute façon, toi, t'es, toi, tu, toi, t'es, toi, tu. Ça, c'est chiant, en fait. Et c'est dur. Donc, le fait de pouvoir mettre un mot, quelque part, pour revenir à la question précédente, c'est aussi, même si je le verbalise pas comme ça, pas encore, peut-être un jour, mais toi, t'es, au fond de moi, j'ai, bah ouais, moi, je suis et. Donc, c'est beaucoup plus facile à vivre dans la relation aussi. Quand j'ai des remarques comme ça, le fait d'avoir mis un mot sur mes réactions, en fait. Là où ça peut foutre le bordel, c'est aussi dans les mots que je peux avoir, les douleurs dans le corps. Comme je suis très sensible, j'ai souvent mal au dos, j'ai les émotions qui se figent souvent dans le dos. Je peux être très fatiguée aussi, parce que ça m'épuise, toutes ces émotions. Il faut savoir que je peux aller très haut quand je suis très en joie, très bas quand je suis pas bien. Dans la journée, je peux être en oscillation dans ces états. Je me rappelle de conversations d'il y a quelques années où on me disait « Amélie, tu passes du rire aux larmes en une fraction de seconde. » Et oui, je sais que je peux être dévastée, mais la seconde d'après, et c'est pas une image, la seconde d'après, je peux être euphorique parce que je vais penser à un truc, à me rappeler un chouette moment et ça part. Donc c'est ascensionnel. Et ça fatigue. Ça fatigue. Qu'après, je trouve des astuces pour me régénérer. Et ça peut foutre le bordel. Parce que je prends sur moi, par exemple, au travail. Là, ça va depuis que je suis entrepreneur. Mais en tant que salarié, j'avais besoin de temps d'isolement. Où je me coupais du monde, du bruit, pour me recharger. Parce que j'ai toujours fait en plus des métiers avec beaucoup d'interactions.
avec les gens. Et j'ai besoin de me reposer, de me fermer les yeux pendant 10 minutes, 20 minutes. Et c'était des choses que je pouvais pas forcément trouver. Donc quand je rentrais le soir, j'étais éclatée. Là, ça pouvait venir foutre le bordel, là aussi, comme ça. Voilà, pour des premiers exemples. D'accord, je voudrais revenir sur l'inadapté, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait creuser les différences, qui fait qu'on se sent différent, à part, quoi. Inadapté, c'est par rapport à quelque chose. J'ai envie de te dire, donc tu nous as expliqué, c'est des remarques qu'on te faisait. Est-ce qu'il y a eu un moment, ou avant, où tu ne ressens pas cette histoire d'inadaptation? Ou est-ce que c'est tout le temps? Quand tu es seul chez toi, par exemple, c'est ça ma question, est-ce qu'il y a des moments et que tu as des réactions? Est-ce que tu te sens inadapté? Oui. Oui. Oui aussi. Qu'est-ce que tu te racontes alors? C'est quoi le... Par exemple, comme j'emmagasine beaucoup d'émotions la journée, qu'il y a des choses que je peux pas exprimer sur l'instant ou quoi, je les garde, mais à un moment donné, il faut que ça sorte de toute façon. Donc ça sort le soir quand je rentre. Et quand ça sort dans les proportions, et là je me dis, non mais Amélie, c'est complètement inadapté à tout ce que tu as vécu, comment tu t'exprimes, tu expulses en fait, parce que c'est ça, j'expulse. Comment j'expulse, peut pas être un peu plus raisonné quand même, et puis c'était pas si, c'était pas si. Donc ce que je trouve inadapté, c'est mes réponses émotionnelles face à un événement, mais même quand je suis seule, parce que je vais y répondre dans un second temps. Et c'est le seul moment, parce qu'après tout le reste, moi j'ai adapté en fait mon environnement à moi-même. Donc, c'est-à-dire par exemple, j'ai besoin d'avoir différents espaces, différentes ambiances. Il se trouve que je vis aujourd'hui dans un studio qui fait que j'ai une seule pièce. Donc, chez moi, il y a un endroit, le lit il est divisé en deux, par exemple, parce qu'il y a un endroit où je vais dormir et un endroit où je vais lire. Et dans cet endroit de lecture, j'ai fait en sorte d'avoir suffisamment chaud et d'avoir possibilité de me mettre des trucs sur la tête aussi, et dans le noir, et je lis, de me faire comme un cocon pour me régénérer. Pour moi, c'est totalement adapté, cet environnement. Mais quelqu'un qui n'a pas besoin de ça, il pourrait se dire, alors ça m'est pas arrivé encore, mais il pourrait se dire, c'est bizarre ton truc, pourquoi tu t'es fait un espace comme ça, on dirait que t'as deux liens en un. C'est pas classique, en fait. Et il y a plusieurs choses comme ça que je fais et qui sont pas, entre guillemets, classiques. Et en quoi c'est un problème? Ah, mais là, c'est pas un problème. Ok. C'est pas un problème. Quand je vis à deux, ça n'a jamais été un problème non plus. Toujours pu avoir ce dont j'avais besoin en fait dans le quotidien pour être bien. Il y a des impondérables. Dans un quotidien, l'impondérable pour moi, c'est d'avoir des espaces pour me régénérer. C'est des moments que je suis obligée d'avoir. D'accord, ça veut dire donc trouver, ce que j'entends, ça n'a jamais été un souci. Donc est-ce à dire que tu as toujours trouvé quelqu'un qui pouvait s'adapter à tes contraintes, à cet environnement-là? Oui. D'accord. D'où l'importance d'aller chercher, en fait, d'être conscient de ce dont on a besoin, de le communiquer à l'autre et d'aller trouver des personnes ou attirer des personnes, moi je dirais plutôt ça, mais de trouver des personnes qui peuvent répondre à cet environnement. Comme une base indiscutable. Les problèmes arrivent quand on a des besoins qui ne sont pas couverts. Ça, c'est des besoins un peu atypiques. Donc, du coup, ça nécessite de trouver quelqu'un qui puisse accueillir ça, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je vois la différence quand j'étais dans un environnement que je n'avais pas choisi, c'est-à-dire en famille, quand on est enfant, adolescent, qu'on vit avec ses parents. Et après, quand tu es adulte et que là, tu peux créer ton environnement, je vis pas du tout de la même manière que chez mes parents, et c'était souffrant. Trop de bruit, trop de machin. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir repérer sa particularité, en fait, et d'en faire et de repérer les besoins inhérents à cette particularité
pour pouvoir faire en sorte qu'il soit toujours respecté, parce que c'est ce qui est aussi garant de notre bien-être en fait. Comment t'as fait pour mettre ça en place? Passer en fait de l'enfant qui subit un peu l'environnement à l'adulte qui choisit. C'est une bonne question. Je sais pas comment j'ai fait. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, qui pourraient aider des personnes justement qui sont restées dans cet environnement souffrant, subi? C'est accepter ce dont on a besoin. Ça a été des prises de conscience sur prises de conscience et de faire en sorte que ces choses-là soient non négociables avec moi-même. Et puis quelque part, le cœur, c'est écouter son cœur en fait, parce que le cœur, il sait. Moi, je sais que je peux pas être avec une personne qui est bruyante. C'est pas possible. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de mon espace. Je peux vite me sentir envahie en fait. Et ces petites choses-là, le corps, il le dit. Et c'est apprendre à être à l'écoute de ça, de son cœur et de son corps. Alors des fois, je suis passée par l'écriture, ça aide. Échanger, oser échanger avec des personnes en qui on a confiance aussi, parce que je me rends compte que en parlant, on prend conscience de plein de choses. Déjà ça. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton quotidien comme ça que tu as dû aménager? La lumière, la luminosité. Ouais. C'est-à-dire que je change les ampoules si elles sont pas adaptées à je sais pas comment, si c'est des fréquences lumineuses, je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais, la luminosité. Donc t'as fait quoi? Ça m'intéresse. T'as mis des ampoules plus faibles, de plus faible intensité? Ouais, alors là, ce qui a été super dans mon nouvel appartement, c'est que c'était déjà prévu en fait pour... comme si les luminaires étaient déjà adaptés. Donc, il y a des lumières que j'allume jamais chez moi parce qu'elles sont trop fortes. Alors souvent, et souvent c'est à chaque fois, c'est ça, c'est que j'allume des petites lumières un petit peu dans différents coins de la pièce et pour avoir suffisamment de lumière dans mon espace, mais des lumières à faible intensité, qui fait que cumulé, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Mais je n'allume pas les mêmes lumières le matin, en journée et le soir. Chacune a sa fonction aussi, parce que je sais ce qui me stimule suffisamment pour me mettre en action et ce qui me tient dans quelque chose de plus doux. C'est-à-dire que le matin, je vais être très concrète, de 7h, quand je me lève 6h à 7h jusqu'à 8h à peu près, j'ai une lumière douce, calme. Mais vers 7h30, 8h, où je sais que je dois me mettre en action pour me former ou autre, je change la lumière, parce que sinon, mon cerveau se met pas en route. Mais en fin de journée, il y a des lumières que je dois éteindre, des lumières beaucoup plus fortes. Et là, je passe sur une guirlande lumineuse avec une lumière vraiment toute douce pour me calmer, m'arrêter le flux incessant du cerveau, parce que il y a cette particularité-là aussi, c'est que ça mouline toujours dans ma tête, ça s'arrête pas. Et ça aussi, c'est fatigant. Donc, pour me détendre et me calmer, le soir, c'est une autre lumière qui entre en jeu. Ça me rythme en fait, et c'est pour être sûr d'être bien à chaque moment, parce que sinon, soit je m'agace très vite, et c'est souvent ça me tend en fait. La luminosité me tend si elle n'est pas adaptée à mon moment, ou adaptée à mes émotions. Je change la lumière en fonction de mes émotions aussi. C'est-à-dire que il y a des fois, j'ai besoin d'être dans presque le noir complet, ou des fois, j'ai besoin d'être hyper stimulée. Mais tout ça, ça se repère au fur et à mesure du temps. C'est là où c'est important d'arriver à écrire sur ses émotions. Quelque chose que si on peut en parler, que j'ai appris aussi avec toi, grâce à ton accompagnement sur les émotions. Et c'est vrai que de passer par l'écrit pour exprimer ses émotions et d'aller au fond du truc, de décortiquer, ça m'a aidé. Cette partie-là est une partie beaucoup plus intuitive, j'ai envie de dire, où à un moment donné, fort de ça, de cette première analyse émotionnelle, c'est lâcher sans réfléchir tout ce que du coup, ça nous inspire. Et les réponses se trouvent là-dedans, quoi. Là, tu viens de parler d'émotions, et puis tu parlais tout à l'heure de temps où il fallait que tu t'isoles et tout, parce qu'il y avait le bruit, il y avait plein de choses, et que souvent,
quand tu étais salarié, tu pouvais pas trop le faire et tu le faisais le soir. Et du coup, j'ai envie que tu nous parles de ça, là. Qu'est-ce que l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui peut faire qui favorise, en fait, qui est mieux pour toi que quand tu étais salarié dans une entreprise? Aujourd'hui, je peux totalement adapter mon rythme de travail à mon rythme à moi de Amélie, quoi. C'est-à-dire que, par Qu'est-ce exemple, que tu fais que tu pouvais pas faire avant? me dormir suffisamment, le temps dont j'ai besoin pour être en forme le lendemain matin, puisque quelque part, je peux me réveiller à l'heure que je veux, tant que le travail est fait. Donc, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil. Donc là, je peux gérer mes nuits, finalement. Je peux méditer. Ça, je pouvais très difficilement le faire. J'arrivais à gratter un peu quelques minutes pour prendre ma dose de méditation pour me calmer. Mais là, maintenant, dès que j'ai envie, je peux méditer. Je peux m'aérer, sortir, me recharger auprès de la nature. Ça, c'est essentiel. Je peux travailler d'où je veux. Je peux travailler de chez moi si je sens que physiquement... Parce qu'il y a des jours où physiquement, c'est plus difficile que d'autres. Je pense que les émotions doivent jouer. Et alors, je peux travailler de chez moi. Et puis, si une autre journée, je sens du dynamisme ou envie de bouger, ben, je peux bouger, aller travailler ailleurs. Tout, en fait. Je pense que ça change tout. Lire me fait beaucoup de bien. Quand je suis parfois en surcharge aussi émotionnelle, prendre un bouquin, ça me calme. Donc, un peu comme la méditation, mais à un autre niveau. Parce que j'ai besoin d'arrêter tout ce qui se passe dans ma tête. Le fait de me focuser sur des lignes à lire, un sujet qui m'intéresse, eh bien ça aussi, c'est vachement aidant. Donc là, j'ai toujours un bouquin dans mon sac, je peux dégainer au besoin, quoi. Je m'habille comme je veux, c'est des détails, mais quand tu vas travailler, tu as un dress code souvent. Tu as besoin d'être sapé comme ci, sapé comme ça, mais il y a des jours, j'ai pas envie. C'est peut-être tout bête, mais je suis sensible aux matières des habits. Et il y a des jours, la matière du jean par exemple, je n'ai vraiment pas envie de l'avoir sur ma peau. C'est-à-dire que si à ce moment-là, si ce jour-là, je n'ai vraiment pas envie de mettre un jean, je mets quand même un jean, je sais que ça va jouer sur mon humeur, que je vais être agacée, que ça va avoir un impact. Donc il y a des fois, je vais aller bosser en jogging. J'ai besoin de ça. Parce que je suis un peu triste ou quoi, et que ça m'enveloppe et que ça me fait du bien, et que du coup, je suis hyper bien la journée. C'est plein de petits détails en fait. Et du coup, comment tu fais quand tu as rendez-vous avec une cliente? Et si c'est le jour du jogging? Si c'est le jour du jogging, je vais quand même mettre le jean, mais alors je vais jouer sur les habits du haut. C'est-à-dire que, comme le jean, j'aurais pas forcément envie de le mettre, je vais mettre un truc en haut que je kiffe grave pour faire oublier le jean et me sentir vachement bien, et quand je me regarde, me sentir jolie aussi, quoi. Ça rejoint comment je me sens bien avec les matières, quel regard j'ai sur moi, comment j'entretiens l'estime de moi, qui est un vrai sujet aussi, les hypersensibles. Ah, super, c'est bien. Il faudra que j'essaie. Je n'avais pas pensé à ça. Tu parlais de relations tout à l'heure, plutôt de manière favorisante. Moi, j'avais envie de te demander que tu me décrives un moment précis, voilà, qui vient à ta mémoire, dans ce que tu veux bien nous raconter, hein, évidemment, où ton hypersensibilité, elle a influencé ta perception, parce que c'est toujours une histoire de perception, d'une situation ou d'une relation, d'un échange avec quelqu'un, en quoi, à un moment donné, tu t'es dit, oh là là, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est après coup, j'analyse, je rebalance le truc, donc soit sur le moment, soit après, mais où tu sais que ton hypersensibilité a joué dans la perception que tu avais d'une situation. Ça m'arrive souvent par rapport aux messages, aux textos, SMS, tout ça. Si la personne ne répond pas, Oui. je vais me faire un film dramatique, alors qu'il n'y a aucun signal pour que je fasse un scénario comme ça dans ma tête. Et je sais que je suis en plein scénario.
Donc, je le laisse courir 1 ou 2 minutes parce que c'est comme si j'avais quand même besoin de me le raconter, on peut pas me l'enlever. Mais après, je me raisonne en disant, eh oh, là, t'es en train d'extrapoler un truc, n'importe quoi. Et je me calme. Et au final, je me rends compte qu'en fait, tout va bien. C'est-à-dire, quand tu dis « je me rends compte que tout va bien », c'est-à-dire Mais que la personne elle s'est pas barrée, elle est encore là, que j'avais pas fait quelque chose de Comment mal. tu t'en rends compte? Parce que la vie continue avec les gens. Normalement, on me dit pas, Amélie, ouais, t'as déconné, ou il faut que je te parle, j'ai un truc à te dire. Voilà, c'est ça, c'est que quand on me répond pas, je me dis, j'ai merdé, j'ai fait un truc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Et du coup, je réfléchis, je réanalyse, on passe toute la journée, ou toute la conversation, tout machin, où j'ai merdé. Et bien sûr, j'arrive à trouver plein de trucs. Et au final, non, il s'est rien passé en fait. Donc ça me vient me biaiser. Ça prend combien de temps? C'était là où j'étais, je me dis, mais tu peux passer une soirée comme ça à essayer de fomenter? Non, non, je calme avant. Parce que sinon, ça te bouffe la vie, quoi. Allez, au max 1 heure. D'accord, donc il y a la voix qui fromente, qui fait tous ces petits scénarios catastrophes. Et les émotions, tout ce qui va bien avec. Voilà. Et après, à un moment donné, tu dis stop. Je dis stop. Ça suffit. Ça suffit. Je fais la cuisine. Ou stop, ça suffit. Il faut que faire un truc. D'accord. Je mets en mouvement pour un truc, pour me sortir de cet état de rumination. Et ça calme. Ouais. Ok. Et après, tu checkes, je suppose. Il y a un moment dans la vie où tu checkes, soit dans ce qui s'est passé, soit peut-être t'échanger avec la personne. Oui. D'accord. Ok. Et ce qui me dérange, c'est que ça ne fait pas expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le même refrain. Pourtant, je sais. C'est dans ma tête, parce que j'allais te dire. Oui. C'est comme si je pouvais pas apprendre de ça. Et je me le dis. Tu sais comment c'est et tu sais comment ça se passe. À chaque fois, c'est pareil. Mais non. Parce que je peux me dire, oui, mais cette fois-ci, ça va être différent. Peut-être. Alors, si je peux me permettre, le coach là a envie d'intervenir. Peut-être aussi tu capitalises sur, tu sais que c'est à chaque fois, tu te remémores comment ça fait. Peut-être tu peux te remémorer comment c'était pas ce que tu t'es dit. De focuser, de mettre la mémoire sur comment à chaque fois tu as eu raison de lâcher parce qu'il n'y avait aucune raison de... Tu vois? Je vois. Et peut-être alors, voilà, il faut le faire plusieurs fois parce que quand on a des circuits qui sont inscrits, c'est comme... Moi, je prends souvent cette image, c'est comme le chemin dans le champ de maïs. Avant de construire un nouveau chemin, les maïs vont se relever, etc. Mais jusqu'au moment où ça va faire un truc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... Quand ça t'arrive, souviens-toi la dernière fois que tu as arrêté et où il n'y avait rien, tu t'étais trompé. Et à force, ça devrait marcher. Parce que de ce que tu me dis, toi, tu te remémores comment tu t'étais en moulinette. Il y a ça. J'essaye aussi comment ça a marché. Ouais. Je pense qu'il faut encore que je le fasse et que j'accepte que ça se passe dans le temps. Parce que pour l'instant, les scénarios sont beaucoup plus forts que le reste. Ils prennent le pas. Il faut un temps avant que j'arrive à reprendre le contrôle de tout ça. Mais ça va venir. Je comprends que c'est en répétant, que les choses changent. Ça demande de se faire confiance. Ça demande d'être régulier. Et ça demande d'y croire. Et du courage, ouais, aussi. Et un truc qui marche à tout... Enfin, que je vois souvent, moi, c'est qui vient faire appel à ce côté perfectionniste qu'on peut avoir en tant qu'hypersensible. Comment je lâche prise sur le résultat. C'est-à-dire, il arrivera quand il arrivera. Mais je fais le truc. Et même si ça marche pas, je le refais. Un jour, comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe. Lui, il se demande pas, il se dit pas, ça marche pas. Il y retourne et il tourne. Un jour, ça marche. Ça y est. Et il peut répéter ce qu'il a fait. Et ben là, c'est pareil. Ça marche pas a priori, d'apparence. J'y retourne. Très bien. Tu viendras me raconter? Ah oui. Comment ton hypersensibilité affecte... Il y a souvent un truc sur la prise de décision. Parce que c'est compliqué aussi, ça. Il y a tout un truc autour de savoir dire non, prendre la bonne décision, etc.
Comment c'est toi par rapport à ça, prendre des décisions? Alors, soit elles sont impulsives, Ouais. pour m'en débarrasser presque le plus rapidement possible, soit elles prennent trop de temps et c'est comme si je décidais pas. Et puis une fois que c'est décidé, c'est... est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ah ouais, mais j'aurais dû faire ci, parce que si j'avais fait ci, peut-être qu'il serait passé ça. Et après, il arrive un moment où c'est fait, c'est fait. Maintenant, avec le temps, j'ai appris ça, c'est que de toute façon, c'est fait, c'est dit, c'est décidé. Maintenant, on fait avec. Ça sert à rien de repartir derrière. On ne peut pas changer ce qui a été décidé à un moment donné. C'est maintenant, on fait avec ce qui est là maintenant. Et quand tu te retournes sur ces décisions, statistiquement parlant, finalement, c'était des bonnes décisions pour toi? Ou est-ce qu'il y en a où tu t'es dit, oh là, je regrette, j'aurais pas dû décider comme ça? Non, maintenant, je sais que j'ai toujours pris la meilleure décision au moment où je l'ai prise. C'est-à-dire que j'ai compris que si je me retournais dans un second temps sur la décision que j'avais prise à un instant T par le passé, j'allais la regarder avec les données qui n'étaient plus les mêmes que le jour où j'ai pris cette décision-là. Donc j'ai forcément un regard biaisé sur la décision que j'ai prise. Maintenant, je sais que chaque décision que j'ai prise à un moment T, c'était la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là avec les données que j'avais. Donc je me tranquillise avec ça. Ah bah, l'expérience fonctionne alors là. L'expérience fonctionne là. Super. Mais, pour y revenir quand même, ça met beaucoup de pression au moment où de donner le verdict de la décision. C'est beaucoup de stress. Pour autant, il faut y aller, quoi. C'est quoi qui vient mettre ce stress-là? La peur de se tromper. De faire une grosse connerie. Okay. Les autres, l'entourage. Ça, c'est un vaste sujet. Hein. On se trouve inadapté souvent. Tu parlais de réflexion, de choses que tu avais entendues. Quelles sont les incompréhensions et les jugements? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Les jugements que tu as reçus de la part de ton entourage. Au-delà de t'es trop sensible, enfin ce qu'on entend et ce que tu nous as dit. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement qui t'a marqué, qui revenait assez souvent? Oui. On m'a dit que j'étais... toi, t'es trop poète. De l'entourage, sous-entendu... tu rêves un petit peu trop, quoi. Tu es un petit peu trop dans les nuages. Tu es pas très terre à terre. Arrête de rêver. J'ai eu... Oui, tu fais jamais rien comme tout le monde. Alors, là, j'ai un truc, c'est positif. C'est souvent... de toute façon, toi, tu t'intéresses à tout et il y a tout qui te fait plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qui t'a aidé. Ouais. Oui, parce que ça me donnait confiance. Si je m'intéresse à tout, c'est comme ça que je me le formulais, si je m'intéresse à tout, ça veut dire que si ça m'intéresse, je peux y arriver. Et du coup, ça m'a aidé dans le sens où j'ai fait plein de choses différentes, que ce soit professionnel ou de loisirs. Mais j'ai toujours réussi ce que j'ai entrepris, en fait. Grâce à ça. Et du coup, ça a mis des nouvelles croyances. C'est bien parce que souvent on entend, mais toi tu t'intéresses à trop de choses, tu vas partout, tu n'arrives pas à te canaliser quelque part. Donc toi t'en as fait une force. Oui. Ah, c'est chouette ça. C'est intéressant. Parce que oui, pour rebondir avec ça, j'ai aussi entendu, tu commences des choses mais tu vas pas jusqu'au bout. Et je répondais toujours, ouais, mais au moins je m'intéresse à plein de trucs. Les mots de tu finis pas là ne sont pas rentrés en fait. J'arrivais à les contrecarrer. Ah, ça va m'aider, moi, ça, parce que moi je suis avec tu finis jamais rien. Bon, ça s'est guéri depuis. Alors, dans les points positifs, en tout cas aidants, moi je préfère parler en aidant pour chacun. Est-ce que tu as eu l'impression, toi, que ton hypersensibilité, elle t'a offert une forme de connexion particulière avec les autres ou avec ton environnement? Alors, ça peut être les gens, les situations. Oui,
Alors, je mettais pas le mot hypersensibilité, mais j'ai remarqué que c'est facile pour moi d'être en lien avec les gens. C'est comme si j'arrivais à les capter rapidement. Et du coup, ça en fait des moments chouettes, des discussions chouettes, parce que les gens se livrent aussi facilement. Parce qu'ils se sentent en confiance. Parce qu'ils se disent « Ah, elle a capté ça chez moi, donc je peux y aller. » Donc avec les gens, oui. À l'inverse, ça peut être compliqué, parce que quand il y a des tensions, tout ça, ou des gens un peu moins bien attentionnés, la relation est compliquée, parce que je le sens tout de suite aussi. Et j'ai pas forcément toujours réussi à me préserver de ça, même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Après, j'ai une relation aussi particulière avec la nature. Je me rappelle, j'ai une anecdote, j'ai eu la chance d'aller au Puy du Fou il y a quelques années. En fait, la nature m'émeut énormément. Et c'est comme si elle me parlait, c'est comme si je pouvais me confier à elle, c'est comme si elle était tout le temps là, quoi. Bref, c'est autre chose. Et il y a un spectacle au Puy du Fou, ils font un balai de rapaces. Ils mettent des rapaces dans une sorte de montgolfière, qui va très haut dans le ciel. Et rien que de me rappeler, ça me... Cette montgolfière est en haut comme ça dans le ciel, et à un moment donné, ils ouvrent la montgolfière. Les rapaces descendent dans le public, et ils circulent comme ça entre nous, ils nous frôlent. Tout rapace confondu. C'était d'une beauté. Ça a duré 45 minutes, j'ai chialé pendant 45 minutes. C'était trop d'émotions, j'en pouvais plus. Et j'avais cette impression-là de voler avec eux, quoi. Et c'est là où je peux parler de connexion aussi avec la nature, c'est comme si des fois je regarde un animal, et comme si je ressentais un petit peu ce qu'il ressentait. J'ai entendu, comme s'il me parlait aussi, qu'il me disait des choses parfois, quoi. Je discute très facilement avec des animaux, mais aussi des insectes ou avec des plantes. Il y a un lien. Et un truc rigolo que j'ai chez moi, c'est que j'ai des plantes vertes à la maison. Je sais quand elles ont soif, parce que moi-même j'ai soif. Wow. Oui, c'est une connexion autre. C'est pratique. Oui, c'est pratique. Enfin, c'est pratique. Mais, oui. Mais ça vient chercher aussi l'intuition, je pense. Parce que j'ai remarqué ça, c'est que je cuisine à l'intuition. C'est-à-dire que je vais pas mettre de minuteur, je fais mes trucs, je lance mon repas, et puis je fais d'autres choses. Et je sais quand c'est le moment d'y aller. Par contre, quand c'est le moment, c'est le moment. C'est que j'arrête peu importe ce que je suis en train de faire, la cuisine. Et c'est toujours comme je le voulais. J'ai pas besoin de réfléchir, en fait. Mais ça demande d'être à l'écoute de soi. C'est magique. Oui. Mais tu vois, je savais pas que ça faisait partie de l'hypersensibilité, ça. Disons que comme les sens sont hyper... Il y a une acuité sur les sens, ça va souvent de pair. Parce que si on en a pris conscience, voilà, tout le monde a de l'intuition, tout le monde, mais on en a conscience ou pas, on le refoule ou pas, tu vois. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. D'accord. Et donc prendre conscience de son hypersensibilité, mettre la lumière dessus, accepter tout ça, c'est commencer à s'en servir, la développer, et de fait, du coup, d'être très mieux équipé, avoir développé son équipement. Donc, si je le refoule, je ne le sais pas, je m'en sers pas. C'est plutôt comme ça qu'on va dire ça. Et que la différence aussi, je dirais, c'est... On a tous... Après, il y a des degrés. Il y a un équipement naturel exacerbé. Et puis après, bon, il y a plein de paramètres. Hein. C'est comment, dans l'enfance... tout enfant naît avec tout ça, en fait, globalement. Hein. Mais après... selon si on refoule ce qu'on entend, si on prend conscience, on développe, on accueille. C'est comme l'émotionnel, quoi. Plus j'accueille, plus je travaille le truc, plus j'ai une agilité et hop, tu vois, plus je suis magicienne. Sinon, je ne suis que souffrance. C'est vrai que c'est un vrai débat de savoir... je pense que je ferai tout un épisode là-dessus sur est-ce qu'on est tous hypersensibles, oui, non, dans quelle mesure. Mais en tout cas, quand on en a pris conscience, comme tu fais toi, là, que tu nous racontes, du coup, ça permet, et qu'on le laisse vivre, eh bien, ça se déploie, ça se développe, ça se renforce. Et
c'est bien. Moi, j'aimerais bien pouvoir me passer d'une minuterie, parce que moi, je fais tout cramer, par contre, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments où tu aimerais désactiver cette sensibilité ultra... Et quel moment? Pendant les conflits, pendant les moments de tension avec quelqu'un. Là, Mhm. j'aimerais bien l'arrêter pour être tranquille dans l'échange, pouvoir vraiment arriver à comprendre l'autre, pouvoir expliquer à l'autre. Ça, oui. Quand je suis trop engagée émotionnellement avec quelqu'un, c'est très compliqué pour moi quand le ton monte ou des Qu'est-ce fois qui se même passe? sans parler. Ouais, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce que tu aimerais désamorcer? Comme une peur qui se fige, qui me fige en fait. Quand même. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui tétanise à l'intérieur. J'aimerais pouvoir m'articuler quoi. Ça me fait penser au bug émotionnel, là, ce que tu racontes. Mais je Tu pense qu'il y dis, a de ça. je me tétanise, c'est comme si tu pouvais plus réagir, ça se fige, et en tout cas pas réagir comme tu aimerais. Il y a Oui, quelque chose qui se oui, oui, cristallise là, c'est oui, ça que j'entends. oui, oui. Pour qu'on comprenne bien, parce que moi je plaque des trucs, mais quand il y a un conflit avec quelqu'un, il y a une tension. Enfin, tu sens qu'il y a des tensions, ça monte, le ton monte. Bon, il y a toutes ces histoires de bruit au niveau sonore. Il y a quelque chose avec les sons, ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez toi? À Si tu devais l'intérieur, décrire la scène, tu dirais quoi? Quelqu'un c'est. t'engueule parce que t'as pas fait le boulot. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ce qu'on attendait. Ça monte parce que ça fait 3 fois qu'on te le dit. C'est un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, j'ai le cœur qui s'accélère. J'ai peur en fait. Et le plus gros truc chez moi, je pense, c'est de la culpabilité. Ça, c'est un truc, tu vois, j'en parle, j'ai la gorge qui se serre, je sens que là, en te parlant, je suis au bord des larmes. Ça, oui, je veux que ça s'arrête. Oui. Ok. Bon, on va sortir de là. Vas-y, prends 5 minutes. Alors, on va faire un switch. Et ah, Un moment, et bien justement, quels sont les moments où elle te sert? On a vu tout à l'heure, ça te permet d'avoir tout de suite de bien capter les gens, les situations. Parle-moi, les moments de joie, par exemple. Comment c'est? ah, c'est trop bon. C'est trop trop bon. C'est comme si je me délectais de la vie. C'est comme si la vie était un menu 4 étoiles, quoi. 5 étoiles, 6 étoiles, 1000 étoiles. C'est trop bon. Hier, il y avait, je suis rentrée, il faisait nuit, il y avait un ciel étoilé. Je regardais le ciel et il a fallu une fraction de seconde pour que je sois envahie d'une plénitude incroyable, quoi. Ça arrive tout de suite. Pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, de méditer pendant 10 heures pour ressentir un truc de oufissime. Parce que je me sentais tellement pleine, je me sentais le cosmos. Et ça me fait décoller, quoi, en bien-être. Ah, c'est bien, ça, il faut le garder comme un Ouais. ancrage. Faire une petite ressource. Alors, bon, à utiliser à bon escient, parce que si t'es pas très bien, c'est bien aussi d'aller un peu vivre le truc, mais à un moment donné, hop, d'aller chercher ça, ce moment de kiff, là. De toute façon, je l'ai vu, ça démarre tout de suite. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient de découvrir qu'il est hypersensible et qui ne le vit pas très bien, il vient de mettre des mots dessus, il ne se sent pas très bien, pour mieux vivre dans cette réalité, dans son quotidien, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Les premières choses comme ça, là. J'allais dire de commencer à écrire, en fait. De commencer à écrire ce qu'il kifferait avoir dans son quotidien qu'il n'a pas aujourd'hui. Sans se brider. Parce que finalement, ce que je remarque, c'est que quand tu es hypersensible, des fois, ce que tu aimerais avoir, ça se niche dans des petites choses. Toutes petites, mais qui peuvent tellement changer de grandes choses. Et oui, il en faut pas beaucoup, en fait, pour changer un quotidien et être bien. Donc ouais, commencer par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Parce qu'on a balayé pas mal de choses là.
quitte à... Bon, c'était riche, hein. Moi, j'aurais envie de... On pourrait discuter 3 heures. Je pense qu'un jour, on fera une émission complète. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais partager là, que tu n'as pas dit? Je sais plus à quel moment j'ai pensé au fait que c'est pas évident d'être concentré de tout ce qui se passe dans la tête. Il y a comme 1000 infos qui arrivent dans la tête et pour ma part, ça me déconcentre. Et ça me fatigue aussi parce que je suis en train de hiérarchiser quelle info il est importante à garder, quelle info je retransmets là maintenant, quelle info... Parce qu'il y en a tellement que ça fout le bordel dans la tête. Et je sais que ça joue sur ma fatigue et sur mon manque de concentration. Je sais pas quoi faire de ça, mais je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Peut-être tu peux nous partager comment tu fais, parce qu'il y a des moments où tu arrives à te concentrer, à écouter la consigne, à la reproduire. Comment tu fais dans ces moments-là? C'est quelle différence entre ces moments et les fois où ça marche moins bien? Il faut arriver à switcher. Parce que j'ai un côté aussi quand même hyper créatif, que ce côté-là me sert énormément d'être dispersé en fait. J'ai le cerveau dispersé. Et alors, c'est arriver à repérer les moments où je dois être créative et où je dois être hyper concentrée. Là, je suis en apprentissage de repérer ces moments-là parce que j'ai encore des défaillances là-dessus. Si ce n'est pas bien délimité, je m'explique. Quand on me dit de 16h à 17h, on va faire ça, dans cette heure-ci, ok. Donc je sais si je dois prendre mon cahier, mes feutres de couleur, ou juste mon cahier avec un stylo bleu. C'est pas la même chose, ça fait pas la même chose dans mon cerveau. Je sais me mettre en condition. Quand je me mets en condition, ça marche. Et des fois, j'arrive pas à repérer à quel moment je dois mettre en condition de ça, ou dans la condition de je peux être créative, parce que je fais pas la même chose. Quand je suis créative, je vais prendre une feuille blanche et je vais écrire un peu dans tous les sens, je vais prendre des notes à l'arrache, avec plein de couleurs. Et je vais dessiner, Quand je dois être structurée, là j'ai vu, et c'est récent, je prends des lignes. Déjà, une couleur, ou 2 ou 3 grand max, pour que justement mon attention reste focusée sur ce que je suis en train d'écrire et que ça parte pas ailleurs. C'est comme si je dois trouver des moyens d'ancrer ma pensée dans l'instant présent et de la focuser sur un truc précis qui est en train d'être dit. Et là, je suis en ce moment en recherche de trouver les meilleures astuces pour moi pour arriver à rester concentrée. Par exemple, quand ça me vient un truc, quand je suis en coaching avec une personne, je sais qu'à ce moment-là, ma concentration, elle doit être entière. Je n'ai pas à me disperser. Et j'y arrive. Parce que je vais focuser mon attention sur les mots que la personne va dire, comment elle va se positionner. Je sais où me concentrer, en fait. Ça. Je pense que c'est ça. C'est où je mets mon faisceau. Et des fois, je focalise, mais pas au bon endroit. Et du coup, je rate des informations, j'oublie des choses. Parce qu'il y a plein de choses à gérer là-haut. Donc, un faisceau à diriger au bon endroit. Oui. Ça me fait penser à Star Wars. Oui, c'est vrai. Super. Bon, on pourrait deviser comme ça pendant des heures. Moi, j'aurais des foules de questions. Je pense qu'on va peut-être faire une suite. Là, je propose d'arrêter là pour laisser aussi aux auditeurs la possibilité d'ingérer, digérer, transformer tout ce qu'ils ont entendu. Moi, je voulais te remercier, Amélie, de nous avoir fait ce partage parce que tu nous as livré vraiment des choses très personnelles déjà, très intimes. Et je te regardais t'agiter dans tous les sens. Et j'aurais aimé que vous ayez l'image pour voir un peu comment c'est... vous l'avez certainement entendu dans sa voix, mais comment des fois c'est très éprouvant en fait de faire ça, l'attention pour répondre à la question, chercher la réponse, aller voir revivre un moment avec tout l'émotionnel qui va. Donc moi j'ai eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc merci pour ça. Et puis vous qui nous écoutez, j'espère que ça pourra déjà mettre en son, en image même, dans ce que vous vous représentez, et en tout cas en réalité,
ce que l'on va évoquer, qu'on a déjà évoqué, qu'on évoquera par la suite, de toutes ces caractéristiques, de cette sensibilité accrue qui est un trésor par instant et un poids parfois à d'autres moments, et que ça vous aura aidé en tout cas pour vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que ça existe vraiment. 2, Amélie nous a partagé pas mal d'astuces de ce qu'elle mettait en place pour elle. Moi, je vais en prendre personnellement, de voir comment peut-être vous pouvez vous inspirer pour changer, comme elle dit, sa conclusion. J'aime bien sa conclusion, de dire que finalement, parfois, il suffit de changer un petit truc qui peut, un premier petit pas, première façon de faire autrement, qui peut vous changer la vie. Et donc ça passe par prendre conscience déjà de ce qui vous pourrit la vie, de voir qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent. Donc écrire, c'est une bonne idée. Écrire sur une feuille, vous poser, prendre un instant pour vous dire tiens, si j'avais une baguette magique, et que je puisse avoir tout ce que je souhaite pour aller mieux. Qu'est-ce que j'aimerais en fait? Mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Ça veut dire s'abstenir de mettre les souhaits des autres, et des fois faire le discernement entre ce qu'on veut vraiment et ce qu'on a cru qu'on voulait parce qu'on l'a entendu pendant toute l'enfance. C'est pas forcément facile. Donc là, le corps est une bonne aide, une bonne boussole pour se dire tiens, quand j'évoque ça me fait du bien dans le corps, ça me fait moins bien, c'est peut-être ce qu'on a voulu essayer de vous faire croire. Quand c'est bien, on le sait, tout à l'heure Amélie, elle kiffait sa life là, je l'ai vu tout de suite, ça se passe dans le corps. C'est quand on est hypersensible, on n'est pas toujours à l'écoute de son corps, mais on a un corps qui ne ment jamais. Tout ça, c'est pour tout le monde, mais quand on est hypersensible, il est particulièrement aidant dès lors qu'on veut bien l'écouter. Donc, en résumé, mettez-vous au calme, prenez du temps pour vous, centrez-vous, au sens relaxez-vous, mettez-vous dans les bonnes conditions pour vous écouter, et puis prenez cette feuille, j'ai envie de vous inviter à faire ça, prenez cette feuille et indiquez tout ce que vous aimeriez changer, ce que vous aimeriez qu'il soit différent. Posez vos rêves et faites une liste. Peut-être vous pouvez vous y mettre, vous y prendre à plusieurs fois. Ça peut, je vous invite à y revenir parce qu'à un instant T, on peut avoir des idées, puis après, on vient compléter. En oubliant surtout le comment vous allez pouvoir réaliser ça, mais vraiment en vous mettant dans les rêves. Et puis après, revenez nous écouter parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait quelques astuces, trucs et astuces pour arriver à vous rapprocher de ces rêves. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite.